Alors on va parler du silex. Pourquoi? Parce que le silex, c'est le meilleur témoin de l'histoire de l'humanité. Il est à travers toute la préhistoire le matériau le plus recherché par les hommes préhistoriques. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un matériau qui, une fois taillé, permet d'avoir des tranchants très coupants et robustes. C'est aussi le plus utilisé pour la fabrication des outils et des armes nécessaires à la vie de tous les jours. Cet intérêt constant pour le silex depuis 2 millions d'années est lié au caractère particulier de la roche. C'est une roche associée aux roches sédimentaires, c'est-à-dire à toutes les roches qui se forment à la surface de la Terre. Il est constitué d'un seul et même minéral qu'on appelle la silice, sous 3 formes. On parle d'une forme fibreuse, que l'on voit ici au microscope polarisant, un microscope utilisé par les minéralogistes, et que l'on voit ici avec un microscope électronique à balayage, et ici une forme cristallisée en grains, que l'on appelle le quartz, que vous voyez ici, très blanc, et ici vous voyez la forme du quartz, ici bipyramidale, et une forme beaucoup moins bien cristallisée qu'on appelle l'opale. Vous voyez ces petites pelotes, ces petites sphères qui s'agglutinent les unes à côté des autres. Nous allons donc vous présenter l'histoire du silex sous la forme d'une frise à la fois géologique, archéologique et même ethnographique, pour vous expliquer l'intérêt qu'il représente maintenant pour témoigner du comportement des hommes préhistoriques par rapport à leur territoire. Alors, il existe en archéologie une discipline qui permet de mener à terme cette enquête. On l'appelle la pétroarchéologie. Le pétroarchéologue est donc un enquêteur qui, grâce à des méthodes d'observation et d'analyse quantitative plus poussées, va permettre de déterminer la provenance des objets en silex abandonnés dans les sites archéologiques. Eh bien, la pétroarchéologie, c'est un pôle très important dans l'entreprise Paléotime et on peut faire la majorité des observations et des études au sein du laboratoire. Au cours de cette frise, on va essayer de comprendre comment s'est formé le silex, comment il a été collecté par les hommes préhistoriques, comment il a été utilisé pour couper, racler ou percer. Et comment nous, les archéologues, on essaie de décrypter toute cette histoire. On se trouve devant un banc de calcaire sénonien du Vercors dans lequel se sont formés des silex que l'on peut voir ici. Le silex se forme essentiellement sous la mer ou sous les lacs. Aussi étonnant que cela paraisse, au départ le silex est une boue plus ou moins fine qui par des mécanismes physiques, biologiques et chimiques va se transformer en une roche que l'on appellera le silex. Eh bien, ce processus complexe s'appelle la diagénèse. Cette boue va donc pénétrer, remplir les vides laissés par le calcaire, comme on le voit ici, et former des formes plus ou moins sphériques qui correspondent à ces vides, qu'on appellera un rognon. Alors on voit un autre type ici de forme, c'est plutôt en plaquette et ça vient remplir une ancienne fissure certainement qui était dans le calcaire au moment de sa formation. Eh bien, cette transformation de boue en silex se fait au sein de roches différentes, telles que les calcaires sénoniens que l'on peut voir ici, les craies du bassin parisien ou même dans des argiles. Les silex prennent alors des formes très différentes, allant du rognon, c'est-à-dire une forme plus ou moins sphérique, au banc, ou même aux dalles très épaisses. Ici, on voit un rognon, en brun la partie la mieux silicifiée, ce qu'on appelle le cœur du silex, et puis la partie blanche, son enveloppe, qu'on appelle le cortex. Ce cortex est en fait une interface entre le silex qui est au centre et son encaissant calcaire. Donc devant une telle coupe, le premier travail du pétroarchéologue, c'est de prélever un élément qui va servir d'échantillon de référence. Et là, je vais prélever un élément qui va conserver la face supérieure et la face inférieure, et je vais le polariser pour l'étudier. Donc ce modèle, qu'on appelle la diagénèse, est le fruit d'une longue maturation de dépôts riches en organismes. C'est donc un indice très important,
puisque dans ces silex seront conservés les micro-organismes qui correspondent à des périodes différentes. Et ces différences, ces variétés vont nous permettre de recaler le silex non seulement en stratigraphie, mais aussi par rapport à son environnement d'origine. Nous nous trouvons ici dans la salle Saint-Bruno de la grotte des Cuves à Sassenage. C'est un bel endroit pour admirer des bancs de rognons de silex au sein des calcaires sénoniens du Vercors. On peut voir des dizaines d'alignements de ces petits rognons plats ou nodules plats qui sont dégagés par l'érosion et qui prennent une couleur un peu plus sombre, brune à noire, qui se dégage donc des calcaires sénoniens sous-jacents qui restent plus blancs. Cette quantité d'alignements de nodules plats me fait penser aux falaises d'Étretat. En fait, c'est un Étretat dans une caverne. On se trouve ici à Bassieux, en plein dans la Drôme. On peut voir là deux beaux exemples de rognons arrivés à l'affleurement grâce à l'érosion. Ici fragmenté, ici encore entier avec son cortex. Le pétroarchéologue va prélever le silex en position qu'on dit primaire, c'est-à-dire dans la roche-mère dans laquelle il s'est formé. Après que ce silex soit séparé de sa roche-mère, on pourra prélever le même silex soit dans les pentes, les éboulis, dans les rivières, c'est-à-dire dans les alluvions. Il va y avoir trois grands types de processus qui vont, on va dire, dégrader, altérer le silex. Des processus mécaniques, des processus chimiques liés à l'eau, c'est-à-dire la dissolution, et puis des processus thermiques tels qu'on voit ici, c'est-à-dire ici c'est le gel. Donc on se retrouve ici au milieu d'un éboulis uniquement constitué de rognons de silex fragmentés. On peut les voir ici, ce sont les silex dits de Vassieux qui sont bien connus de tous les archéologues et même des géologues de la région. Donc ces silex se retrouvent en surface parce qu'en fait ils ont mieux résisté à l'érosion que le calcaire dans lequel ils se sont formés. Donc le fait qu'ils se retrouvent en surface n'a pas empêché qu'ils conservent leur robustesse et leur densité. Ils sont donc exploitables pour les hommes préhistoriques, puisqu'à cet endroit, ils peuvent collecter une série de rognons qui pourront leur servir de matière première pour la fabrication future de leurs outils. En fait, la première étape du travail du pétroarchéologue, c'est d'aller sur le terrain et de faire l'inventaire des gîtes dans lesquels on trouve des silex. Son premier travail sera donc de cartographier la totalité des formations qui contiennent des silex disponibles en surface. Ce premier travail se fait donc à la suite d'une série de prospections qui permettent d'évaluer la richesse en matières premières, silex, de la région. À la suite de ce premier travail, on va en laboratoire faire l'analyse, la description de tous les silex qui ont été recueillis. À ce moment-là, on fera un atlas avec des photos et des descriptions précises qui permettront de différencier les types de silex présents dans la région. Donc on se trouve ici à quelques 200 mètres du musée archéologique de Vassieux, sur une ancienne fouille des années 90 qui a été nettoyée récemment. Et on voit donc que l'homme préhistorique ne collectait pas le silex tout à fait en surface parce qu'il est souvent très fragmenté par le gel.
et très abîmé par les affres du climat, l'homme préhistorique venait chercher ces silex, une fois dégagés de son encaissant, que l'on retrouve dans ces argiles, qu'on appelle argile à silex, avec d'énormes blocs, plus ou moins bien conservés, qui étaient extraits, et s'il était bon à tailler, il préparait des préformes, qu'on appelle un nucléus, duquel on va pouvoir tirer des lames, qui serviront ensuite à la fabrication des outils et des armes. On se trouve ici dans la salle principale du musée de Vassieux, qui a permis de protéger un site très important que l'on appelle un atelier de taille, c'est-à-dire un site où l'homme préhistorique venait extraire et tailler du silex. Il n'existe que 2 musées de ce type en France, celui du Grand Pressigny et celui de Vassieux. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est le résultat de plusieurs années de fouilles qui correspondent à un décapage d'une dizaine de centimètres et qui a permis de retrouver le sol sur lequel ont travaillé les hommes préhistoriques. Et en fait, ce qu'on a là, c'est les pièces abandonnées qui ont été laissées sur place par les hommes préhistoriques. Pour un pétroarchéologue, ici, c'est le paradis. Eh bien, c'est l'endroit où on a en relation l'objet archéologique avec l'échantillon géologique. C'est ici que l'homme venait extraire la matière première dont il avait besoin pour créer tous les outils qu'il utilisait chaque jour. Le silex possède donc toutes les qualités utiles à l'homme préhistorique. Il est robuste, résistant, dense, il permet d'obtenir des tranchants qui permettent de couper, racler ou percer. Et l'homme préhistorique va presque devenir un géologue qui, à travers tout son territoire, va essayer de trouver les silex les plus adéquats à ses besoins. L'homme préhistorique part d'un nodule, ce rognon, qu'il va préparer, qu'il va donc décortiquer, on va dire, pour obtenir une préforme de ce type, qu'on appelle nucléus, pour prédéterminer la forme qu'on va vouloir extraire. Et dans ce cas, à cette époque, au néolithique final, ce qu'on veut extraire, ce sont des lames. Une lame, c'est quoi? C'est un éclat long. Dans ces ateliers, les hommes préhistoriques vont préparer de façon quasi industrielle des lames qu'ils pourront utiliser, mais surtout échanger avec des groupes qui habitent dans d'autres régions où le silex est moins présent. Le silex devient alors une sorte de monnaie d'échange entre plusieurs populations. Il est créateur de liens entre plusieurs territoires. Après le travail de prospection sur le terrain, le travail de cartographie pour visualiser tous les lieux où se trouve du silex, tous les gîtes à silex, on retourne au laboratoire. On sait maintenant que les silex taillés par les hommes préhistoriques conservent à la fois les caractères du milieu dans lequel ils se sont formés, mais ils conservent aussi la chronologie de tous les processus qui sont liés à son altération. On peut donc reconstituer son itinéraire, puisque les processus les plus anciens sont impactés par les processus les plus récents. On va d'abord prélever le silex dans son calcaire, dans sa roche encaissante, et on va le suivre progressivement dans tous les types de gîtes secondaires dans lesquels on retrouve ce même type de silex. On a donc un assemblage qui correspond à la chaîne évolutive du silex. C'est cette lithothèque désormais dynamique que l'on va pouvoir comparer avec les silex trouvés dans les sites archéologiques. Voici un exemple de résultat obtenu après une étude. Je vous montre ici un échantillon géologique et je vous montre un objet archéologique prélevé au cours de la fouille. Et vous voyez bien qu'à l'échelle macroscopique, sur les deux faces, nous avons affaire à un type de silex identique. Et c'est ici au laboratoire que l'on peut donc déterminer la provenance exacte de ce silex archéologique. On donne alors à l'archéologue une carte précise du potentiel minéral présent autour de son site archéologique. L'étude de l'origine des silex utilisés pour la fabrication des outils est une thématique
partagée par de plus en plus d'archéologues. Elle représente un enjeu majeur pour la compréhension, la connaissance des sociétés préhistoriques. Elle permet de déterminer les espaces parcourus, d'identifier les modes de transport des matières brutes et des objets à divers stades de fabrication. Depuis plusieurs années, l'équipe Paléotime participe à cet élan novateur et joue un rôle important au niveau de l'initiation et de la diffusion de ces connaissances.